Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Les tests génétiques se sont démocratisés. Aujourd'hui, il est assez simple de faire un test de filiation pour vérifier qui sont nos parents biologiques, mais peut-être plus étonnant et moyennant quelques centaines de francs, il est également possible de savoir où vivaient nos ancêtres il y a plus de 1000 ans. Et aussi, en tirant un peu, de savoir si l'on descend de Napoléon ou de Toutankhamon. L'interprétation de notre génome nous en dit beaucoup plus sur nos origines, mais que dit-il vraiment de nous? ADN, dis-moi d'où je viens, c'est un reportage de Marianne Icolier. Dans un laboratoire d'analyse médicale à Lausanne, une biologiste pratique des extractions d'ADN pour des tests de paternité. Plus de 150 tests y sont réalisés chaque année. Aujourd'hui, Julie, âgée de 35 ans, apprend que Iraj, né en Iran, est son père biologique. Donc ça, c'est le rapport officiel où on confirme que l'analyse d'ADN de monsieur montre qu'il a toutes les caractéristiques pour être votre père biologique. La première page est le certificat. Donc, moi, j'ai grandi dans une famille avec un papa et une maman. Tout ce qu'il y a de plus classique au départ. Et quand j'avais 14 ans, ma mère m'a dit un jour il faut que je te dise quelque chose, je ne sais pas qui est ton père biologique. Je pensais que monsieur serait content d'avoir un original également. Merci beaucoup. Déjà très jeune, Julie avait des doutes sur ses origines. Ses premières interrogations étaient soulevées par son physique différent. Toi, tu fais... Là, bon, je les ai un peu épilés, mais j'ai les sourcils qui se rejoignent. Et ça, c'est très typiquement iranien. Et il paraît que c'est même une fierté de certaines femmes iraniennes, c'est un signe de beauté. Et moi, quand j'étais petite, je me regardais dans la glace, je me disais, mais pourquoi j'ai des sourcils qui se rejoignent? Julie a rencontré son père biologique il y a quelques semaines. Même si tout semblait une évidence, elle avait besoin d'une confirmation scientifique. Puisqu'il n'y avait pas de certitude de la part de ma mère dans ce qu'elle me disait, c'était la seule façon de savoir si l'autre homme dont elle me parlait était ou pas mon père biologique. Donc ça, c'est la feuille avec tout l'alphabet persan. Le test ADN était a forcément été la seule solution pour apporter une réponse. Aujourd'hui, je suis très affecté par cette histoire et ému, profondément ému. Je suis génétiquement responsable de quelque chose et je l'admets, je suis content que Julie l'a découvert. Voilà. Chetori. Chetori. C'est comme ça qu'on dit? Chetori. Chetori. Salomati. Salamati. Salomati. En retrouvant mon père biologique, j'ai rencontré une personne et j'ai rencontré une culture qui est très éloignée de la mienne, de celle dans laquelle j'ai grandi. C'est pas comme s'il était allemand ou anglais, c'est quand même... même si ça aurait fait quelque chose, mais là, on... Et bah, ça me rend très heureuse, parce que même presque fière, je dirais, parce que je crois que j'ai toujours rêvé d'avoir une origine aussi un peu lointaine. Et je suis extrêmement heureuse d'avoir cette richesse-là. T, C, Jim. Halet Roubaix. Ah, mais j'ai fait plein de Joli fautes. accent. Hein. Tu trouves ça va? Ah oui. Ouais. C'est touchant. Le laboratoire du docteur Menou est un des 12 laboratoires suisses où les tests de parenté sont autorisés par la loi. L'échantillon de salive est récolté par le généticien. Et l'extraction d'ADN est pratiquée à 2 reprises. L'ADN, c'est le support de l'information génétique. Dans chacune de nos cellules, on a 2 mètres d'ADN. Ces 2 mètres d'ADN sont formés par moitié d'un ADN qui vient de notre père et par autre moitié d'un ADN qui vient de notre mère. Prenons un marqueur sur le chromosome 3. On voit que le père a ici 2 allèles d'une taille 16 et 17. On retrouve chez l'enfant la taille 16 du père et on retrouve chez l'enfant
la taille 15 de la mère. Le laboratoire du docteur Monou pratique des tests génétiques pour 2 raisons. La recherche de maladies et le lien de parenté. Mais sur Internet, où tout est possible, un véritable business ADN s'est développé. Différentes sociétés proposent un test génétique pour un coût allant de 200 à 1500 francs suisses. Marjorie, une franche montagnarde âgée de 29 ans, a tenté l'expérience pour connaître ses origines. Ses résultats ont été interprétés par une société suisse, dont le laboratoire est basé à Houston. Je me suis toujours beaucoup intéressée à la généalogie. Et puis, il y a un petit peu des trous dans la famille. C'est un petit peu difficile de reconstituer un arbre généalogique. Du coup, j'ai entendu parler de ces tests. J'y ai pas mal réfléchi. Puis, je me suis dit, ça a quand même piqué ma curiosité. Et puis, j'ai eu envie de le faire. Sur la base des données de Houston, l'ADN de Marjorie est comparé avec des milliers d'autres pour être analysé. Résultat, elle est d'origine celte et on peut aussi remonter jusqu'à la préhistoire. Il y a 50% d'agriculteurs, à 50% chasseurs-cueilleurs et 14% indo-européens. C'est étonnamment très précis. C'est une précision qui est toute relative par rapport à la base de données qu'a le laboratoire qui a fait ce test. Si vous faites un test dans le laboratoire numéro 1 et que vous refaites le même test dans le laboratoire numéro 2 et 3, vous allez avoir des pourcentages qui sont différents parce que leur base de données est différente. Marjorie, costumière de métier, sait que ses résultats sont variables selon les banques de données. Mais connaître ses origines, du moins s'en approcher, était un besoin. Si on ne sentait pas nos racines, ça permet d'en trouver, ça permet de se dire, je viens de là. Peut-être que j'ai pas tous les noms sur mon arbre généalogique, mais je viens de là. Ce qui m'a le plus étonnée, c'était d'avoir ce résultat celte. J'en avais secrètement très très envie. Et quand j'ai ouvert l'enveloppe et que j'ai vu celte, je me suis dit, c'est génial, j'étais euphorique, j'étais waouh. Je me suis toujours sentie assez proche de ça, assez proche de la nature, assez proche de leurs croyances, de leur mode de vie aussi. La broche, c'est du bronze et elle a été recréée à partir de broches qu'on a retrouvées dans des fouilles archéologiques celtes. Marjorie a fait ce costume pour un festival celte dans le canton de Vaud. Mais dans son village des Franches-Montagnes, les rites celtiques ne sont pas courants. Ici, on est dans une région où c'est que la plupart des gens sont très croyants, très, très catholiques. Et forcément, on est toujours un peu l'énergumène quand quoi, tu vas pas à l'église, t'as pas fait le catéchisme. Et du coup, le fait d'avoir eu ce résultat, maintenant je peux dire non, parce que moi, mes croyances, elles sont celtiques. Ça n'a pas modifié mon identité, mais je pense que ça l'a affirmée, que ça l'a définie plus précisément. Quelles que soient les raisons qui nous poussent à faire un test génétique, il soulève la question de l'influence de l'ADN sur notre identité. Au fond, quelle importance a cet ADN, quelle importance a ce sang, cette génétique? Qu'est-ce qui a pu passer si j'ai du sang iranien dans les veines? Est-ce que ça a pu aussi déterminer mon caractère, mon tempérament ou une certaine sensibilité? Et ça, c'est un peu le mystère. L'empreinte de l'ADN sur notre personnalité ne sera sans doute jamais mesurable. Mais connaître nos origines reste une nécessité. Samia Hurst, bonjour. Bonjour. Vous êtes une habituée de ce plateau, on vous invite régulièrement. Je vous présente quand même, vous êtes professeur de bioéthique à l'Université de Genève. Peut-être une réaction tout d'abord à ce reportage? Il est extraordinairement touchant. Et c'est très touchant de voir comment ces deux femmes habitent une histoire qu'elles ont quelque part choisie. Elles ont sélectionné. La première dit très bien, si ça avait été un Allemand ou un Anglais, ça aurait peut-être été différent. Elle a eu une fascination pour quelque chose qu'elle décrit comme lointain. Donc elle a
une référence européenne, puisque l'Iran est lointain. Et elles se choisissent une histoire dans laquelle vivre qui est exotique pour la première et une confirmation pour la deuxième. Et ça, je pense, c'est un élément essentiel. Les personnes ont besoin d'une histoire dans laquelle vivre. Nous avons tous besoin, nous vivons tous dans des histoires. Et quand la génétique vient s'inviter là-dedans, eh bien, ça ajoute quelque chose. Et ce reportage le montre bien. Bon, vous êtes bioéthicienne, vous connaissez bien la génétique, vous l'avez fait ce test, vous avez eu envie de le faire ou non? Alors, cette question va me permettre d'évoquer une des difficultés peut-être que ces tests peuvent soulever sans qu'on s'en rende compte. Personnellement, je n'ai pas fait ce test, mais il y a des membres de ma famille qui l'ont fait. Et comme résultat, des données génétiques qui me concernent aussi, que je partage sans savoir lesquelles, sont dans ces firmes. Et ça, c'est une des choses, parce que si on fait un test, il y a un test qui est le test d'ADN mitochondrial qu'on hérite par la lignée matrilinéaire. On a exactement les mêmes mitochondries que sa mère, que sa grand-mère, que les descendants de sa mère. Eh bien, le résultat du test sera automatiquement le même. Donc, je n'ai pas besoin de faire le test pour certaines choses. Je connais déjà le résultat parce que des personnes qui sont dans cette lignée de ma famille ont réalisé le test. Et puis, il arrive qu'une personne qui fait un test pour se découvrir un peu plus, pour avoir une idée des origines de ses ancêtres, eh bien, trouve ça tellement génial qu'elle offre, peut-être pour Noël ou un anniversaire, le même test à un membre de sa famille. Et puis, certaines de ces boîtes vous répondent pas simplement vos résultats, mais ils vous disent, voilà les personnes de notre base de données qui vous sont probablement apparentées. Et ils vont jusqu'à donner le degré probable de lien. Ils disent, voilà, quelqu'un qui pourrait être un cousin, quelqu'un qui pourrait être votre enfant. Si vous avez déjà fait le test et que vous l'offrez à un frère, une sœur ou un parent, ça a intérêt à revenir positif. Ouais, mieux vaut pas offrir ça à Noël, c'est le conseil que vous donnez. Il faut être sûr de son coup parce que ça peut donner des mauvaises surprises. Ouais. C'est peut-être le lien entre les deux parties du sujet. Un test d'origine ancestrale peut tout à coup devenir inopinément un test de paternité suivant le résultat qui revient. Et ça, les gens n'en ont pas toujours conscience. Le facteur qui a livré le test peut être aussi notre père, quoi. C'est ça que vous dites? Ça, c'est un cliché. D'accord, ok. Bon. Le temps de présenter aussi peut-être Pauline Tafelmacher. Pauline Tafelmacher, vous êtes psychologue, vous faites de la psychologie imaginative. Peut-être, avant de vous demander une réaction, qu'est-ce que c'est la psychologie imaginative? La psychologie imaginative, c'est ainsi que j'ai défini ma pratique, parce que ça s'inscrit dans le courant des thérapies narratives, où, comme l'a dit très justement Madame, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir une histoire. Donc on invite les gens à considérer que leur vie est une histoire et que cette histoire, elle peut potentiellement être réécrite si nécessaire, réinventée par moments, interrompue peut-être, modifiée. Enfin voilà, il faut se sentir libre avec son histoire. Et quand moi je parle d'imaginative, c'est pour justement faire appel à l'imaginaire, afin d'inviter les gens à non seulement se considérer dans une histoire, mais également envisager à quel point ils pourraient voir la vie en dehors de tout ce qui semble évident jusqu'à aujourd'hui. Donc on a bien fait de vous inviter, parce que le reportage, c'est exactement. Mais oui, exactement ça. tout à fait. Mais oui, c'est se dire, au fond, il y a des évidences et peut-être que si je m'invite, moi, et je m'autorise à envisager les choses complètement à l'envers, ben, je pourrais voir ma vie sous un autre angle et puis ça pourrait me rendre beaucoup plus heureux. Un détail que vous avez remarqué dans le reportage qui vous a touché ou... Oui, alors, je dirais que je m'inscris tout à fait dans ce que vous avez dit. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est à quel point je trouve flagrant de constater que si on reçoit un test de ce genre, un résultat, de toute manière, on va en faire quelque chose. Et je trouve très beau de voir cette jeune femme qui apprend qu'elle est iranienne et qui, d'emblée, veut apprendre la langue. Parce que on parle d'histoire, donc c'est le cas de parler de langue. Il faut avoir la langue pour pouvoir écrire son histoire. Et puis, au fond, c'est ce qu'elle fait. Elle va chercher la langue de son lieu d'origine, de sa culture d'origine, pour pouvoir peut-être commencer une nouvelle histoire au sujet de sa vie dans sa langue, qui serait une langue paternelle en l'occurrence. Mais elle dit aussi que si ça avait été peut-être l'allemand ou l'anglais, ça aurait été un petit peu moins glamour, elle aurait peut-être été un petit peu moins tentée. Et qu'est-ce que ça dit, ça aussi? Peut-être qu'elle sait déjà l'allemand et l'anglais. Peut-être, faudrait lui elle demander. serait prête, tout simplement, à écrire son histoire dans une de ces deux langues. Non, je pense que je comprends. Hein, si elle a eu déjà des interrogations et puis qu'au fond, c'est une sorte de confirmation. On en parlait tout à l'heure en coulisses. Voilà, qu'est-ce qu'on a comme attente quand on fait un test de ce genre? On peut être en effet très rassuré par certains éléments qui nous confirment ce qu'on avait déjà présagé. Après, il peut y avoir le contraire aussi, justement, comme vous le disiez, hein, et ça s'avère
un test qui fait plutôt du bruit, parce que ce n'est pas tout à fait ce que les personnes imaginaient. Mais de toute manière, je pense que ce qui compte, et c'est ça que je retiens aussi dans sa façon de présenter son engouement pour ce test, c'est de se dire, au fond, c'est le début de quelque chose, ce test. À partir de là, il va falloir faire quelque chose de constructif. Ouais. Et on peut construire quelque chose de peut-être nouveau, éventuellement, ou alors confirmer ce qu'on pressentait, mais avec plus d'affirmation, et on part comme ça, je trouve, sur un mode un peu différent dans sa vie. Puis vous dites, ça lui fait plaisir, elle a de l'entrain, donc quelque part, c'est positif de se construire autour de quelque chose de positif, ça fait sens. Samia Hurst, on voit que ce génome, c'est une écriture, hein, c'est cette petite lettre ATGC, quelque chose comme ça. Ça nous dit, ça nous fait un roman de ce qu'on est, ça nous fait un livre. Ce qui est touchy, c'est la traduction de ce livre. On doit traduire ces gènes. On sait ce que c'est, voilà, on peut lire les lettres, mais qu'est-ce qu'elles disent, ces lettres? Et là, on voit que c'est compliqué quand même. Oui, alors on le voit, elle doit apprendre la langue. Elle ne la sait pas de manière génétique. C'est quelque chose de culturel. Elle dit d'ailleurs, ma culture, celle où j'ai grandi, c'est pas la culture iranienne dont elle parle. À ce moment-là, c'est une nouvelle culture qu'elle s'approprie avec effectivement cette autorisation qu'elle perçoit dans le résultat de ce test. Mais techniquement, elle avait déjà l'autorisation d'apprendre cette langue avant. Techniquement, on est tous les peuples du monde avec ce bagage historique, avec cette profondeur du temps, avec toute cette grande aventure et tout ce qu'on a appris et développé qui est différent d'une partie du monde à l'autre, c'est quelque part où ça devrait être notre bagage commun. On devrait pouvoir s'autoriser à apprendre la culture qu'on souhaite apprendre finalement. Elle n'avait pas besoin de ce test pour ça. Mais c'est intéressant qu'elle ne le pense pas comme ça. Alors, c'est vrai, le texte génétique, ce n'est pas seulement quelques lettres, hein, c'est une encyclopédie dans chacune de nos cellules, c'est un volume presque inconcevable d'informations, mais ce n'est que ça. Ça ne nous résume pas, ça ne nous dicte pas notre vie entière, ça ne dit pas quelle langue on va parler, notamment. Ce que ça nous donne en termes de langage, c'est l'aptitude d'apprendre les différents langages, et ensuite, suivant où on est, on ne va pas apprendre la même langue. L'aptitude de parler, l'aptitude d'apprendre un langage, c'est quelque chose qui nous est transmis génétiquement. C'est une des raisons pour lesquelles il y a des espèces animales qui ne parlent pas. Mais en revanche, la langue que nous apprenons, ça c'est quelque chose qui vient après. C'est quelque chose qui est transmis de manière culturelle, par l'apprentissage. Alors, c'est vrai que quand on dit je vais scruter mes gènes, je vais apprendre quelque chose sur moi-même, on a une certaine tendance à faire trop porter au génome. C'est un petit peu comme si c'était la boule de cristal dans laquelle je vais découvrir ma véritable identité, dans laquelle je vais savoir tout sur mon passé, mon présent, mon avenir. Les gens se demandent d'où je viens, qui suis-je et qu'est-ce qui va m'arriver. Et ils espèrent retrouver ça dans la génétique, mais c'est un espoir excessif. La génétique ne donne pas des réponses à toutes ces questions. Et puis le fait de dire qu'on est viking, c'est une part infime de nos gènes, hein, sur les milliards de gènes. C'est un tout petit, c'est une toute petite interprétation. Donc, alors, déjà à la base, on partage une grande quantité, une quantité qui étonne la plupart des personnes. Si vous prenez 2 personnes au hasard dans le monde, sans aucun lien de parenté, ils vont partager 99,9% de leur code génétique. Ça, c'est des personnes non apparentés. La variance, ce qui nous différencie les uns des autres, c'est la part restante. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup plus en commun les uns avec les autres, beaucoup plus en commun aussi avec d'autres espèces vivantes que ce qu'on s'imagine. On se focalise sur les différences, elles prennent toute la place dans notre imaginaire justement, alors qu'en fait les points communs, des choses élémentaires, on respire de l'oxygène, on se tient debout, des choses qui nous sont communes, elles sont tellement communes qu'on les perd de vue en fait. On est trop habitués, on les voit plus. On se focalise sur les mini-différences et on leur accorde une importance impressionnante. Démesuré, ouais. Puis l'autre chose, c'est qu'on a des ancêtres dans énormément de parties du monde. Ouais. On se focalise sur telle ou telle culture, mais en fait, on a des millions d'ancêtres si on retourne suffisamment en arrière. Jusqu'à Adam et Ève, évidemment. 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 Pauline Tafelmacher, j'avais envie de vous poser la question, pourquoi on est fasciné, pourquoi on a envie de faire ces tests, on a envie de savoir d'où on vient. Il y a même, je crois, une émission américaine sur PBS, Finding Your Roots, quelque chose comme ça, trouver ses racines. Une émission qui marche bien, donc on fait ces tests, mais on a cette fascination, on veut savoir d'où on vient, pourquoi ?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui sont propres à chaque personne, mais ce que je peux constater en tout cas, moi, dans ma pratique, c'est à quel point, de toute manière, en tant qu'être humain, on a besoin d'avoir un ancrage. C'est un peu comme, si vous voulez, les mythes fondateurs pour nos cultures. On parle de mythes fondateurs pour nos nations, nos pays, on célèbre chaque année la fête nationale. On a besoin d'un repère, quelque chose de base, qui nous ancre quelque part. Et puis à partir de là, alors, on peut broder et puis on peut élaborer qui on souhaite être. Mais à la base, il faut quand même un petit quelque chose, que ce soit sous forme d'un modèle familial, justement, auquel on appartient. La jeune femme de la deuxième partie du reportage, elle ne se retrouve pas réellement dans la culture de son village. Donc elle a besoin de comprendre quel serait son mythe fondateur à elle. Et on voit à quel point c'est rassurant pour elle de se dire, au fond, ces croyances-là, je comprends mieux d'où elles viennent maintenant. Donc ce repère de base, je pense qu'il est essentiel, sachant qu'après, on peut justement en faire ce qu'on souhaite. C'est ça qui est important. Mais on a besoin d'un tout premier point de repère. Ouais. Ça, je pense qu'on peut pas sous-estimer l'importance de ça. On ne doit pas sous-estimer l'importance de cela. En fait, elle se retrouve dans une situation où l'histoire dans laquelle tout le monde vit autour d'elle ne lui convient pas, mais elle ne peut pas non plus vivre sans vivre dans une histoire. Donc, elle a besoin d'une autre histoire. Et ce test génétique lui fournit l'occasion d'une autre histoire. Ça aurait très bien pu être autre chose, mais on voit très bien que ça remplit ce besoin, et c'est un besoin très réel. Lorsqu'il nous arrive un coup dur dans l'existence, on le voit, je travaille à l'hôpital, on le voit lorsqu'une maladie grave vient frapper l'existence de quelqu'un, c'est un coup dur, eh bien, une des choses qui arrive, c'est qu'on n'arrive plus à reconstruire la suite de l'histoire, et ça, c'est une partie de la souffrance. En plus du reste, évidemment, que subissent des personnes qui ont un gros aléa de l'existence. On a besoin de pouvoir reconstruire l'histoire avec ça dedans, et c'est un vrai travail, il est essentiel, il est difficile et il est méconnu. Il y a cette image de la pièce de puzzle qui manque. Oui. Cette émission Finding Your Roots, il y a beaucoup d'Afro-Américains qui font ces tests parce qu'il y a eu l'histoire de l'esclavage où on a perdu tout d'un coup le lien et on essaie de savoir de quelle région d'Afrique on vient. Est-ce qu'on est sénégalais, camerounais, des ethnies, est-ce qu'on est peul et tout d'un coup, ça alimente aussi quelque part un tourisme de ces racines de l'esclavage pour reconstruire quelque chose, remettre ces pièces de puzzle. Oui. Il y a ce besoin de combler, d'expliquer, de reconstruire, comme vous le disiez. Oui. C'est vrai, il y a ce besoin. Alors c'est vrai qu'on a parlé d'histoire individuelle, mais il y a aussi des trous historiques collectifs. Et on s'imagine volontiers comment des personnes qui ont subi ce trou historique collectif, où un d'entre eux souhaite retrouver leurs origines par ce biais-là. Évidemment, des personnes qui se lanceraient dans cette démarche en se disant « j'aimerais savoir » le pays dont venaient mes ancêtres, eh bien, ils vont très vite se heurter au même phénomène qu'on a vu dans le reportage, c'est-à-dire que leurs ancêtres vont bien sûr venir de plusieurs pays, parce qu'ils étaient simplement très nombreux. Il y a 200 ans, on avait beaucoup d'ancêtres dans beaucoup de parties du monde. Une des choses difficiles dans l'exemple que vous citez, c'est que ce n'est pas seulement l'histoire familiale et personnelle qui est oblitérée dans ces lignées familiales-là, mais les pays d'origine sont souvent des pays qui ont en plus été colonisés et dont l'histoire collective a également été oblitérée au passage, et donc ça c'est une difficulté supplémentaire. Pauline Tafel-Macher, vous dites ce besoin d'ancrage, on a tous de se faire des repères. Ça peut être négatif si on prend ça à l'extrême, ces repères identitaires, ces tests génétiques. Il y a cette notion de race qu'on croyait les généticiens enterrés dans les années 70, et avec ces tests ADN, ça refait surface. Donc ça peut aussi donner des arguments à des suprématistes, des identitaires. Oui, alors bien sûr, ça c'est clair. Comme toujours, je dirais que tout outil qu'on développe peut être utilisé à bonne ou à mauvais escient. Donc il faut de toute manière faire attention à ce qu'on fait ensuite à partir des choses. Moi je pense en effet que c'est pas si loin dans notre histoire que le fait de parler de race ou de pointer du doigt ceux qui ont telle ou telle identité, c'est une façon de catégoriser comme on a aujourd'hui, de toute manière, en tout temps, j'ai l'impression, des catégories qui se créent avec des minorités qui souffrent parce qu'elles ont le mauvais goût d'être différentes. Il y a toujours une différence puisqu'on est tous fondamentalement différents tout en étant, comme vous le disiez, très communs. Donc je pense que c'est un équilibre extrêmement difficile à trouver. Ça fait partie, à mon avis, de l'être humain. Et je pense que ce qui compte peut-être déjà, c'est de réussir à développer chacun en soi, dans sa communauté, et puis peut-être au sens plus large aussi, ça peut même être un pays, mais je veux dire une certaine assise dans son identité, être assez bien avec son identité, pouvoir du coup l'affirmer
sans avoir peur du regard des autres, se dire que ben voilà, vous avez comblé le vide qui est en vous, vous avez peut-être une famille où vous ne vous reconnaissez pas, vous développez quelque chose autrement, vous affirmez au travers d'un test ADN certaines valeurs, peut-être une origine en effet génétique, quelque chose qui vous surprend. Tant que ça ne péjore pas l'imaginaire de l'autre quelque part, c'est ça, on peut se rattacher tant que ça... Oui, ou alors disons, c'est à chacun de négocier avec l'imaginaire de l'autre. C'est quelque chose qui va vraiment dans les deux sens. Je pense qu'il faut soi-même pouvoir porter son imaginaire en étant assez à l'aise afin que ça ait l'air tellement évident pour tout le monde que les gens ne vont même pas se poser la question. Ou alors être assez capable, je dirais, d'aller au front et puis qu'au cas où on vous critique et on vous remet en question, vous sentiez que c'est quand même assez fortement vous-même pour pouvoir faire face à ces critiques. Samia Hurst, même question, ce rapport identitaire, au détriment des autres, essayer de se cloisonner. Il y a eu quelqu'un du Ku Klux Klan, je crois. Il y a eu des membres du Ku Klux Klan. Oui, alors justement, les résultats de ces tests vous montrent, j'ai envie de dire dans tous les cas, il y a des exceptions à toutes les règles, mais celle-là, je pense, c'est des exceptions justement. Ils vous montrent des origines multiples. Il y a eu des cas de suprémacistes blancs qui ont fait le test, puis qui ont vu que ils n'étaient pas si non mélangés que ce qu'ils pensaient, puis ça leur pose aussi des problèmes dans leur conception d'eux-mêmes et dans leur imaginaire. Ça, une des choses qu'on constate avec la génétique, c'est justement ce bagage commun qui concerne l'humanité, bien sûr, mais tout le vivant, finalement. Ce sont les mêmes lettres, on a une grande partie de notre génome en commun. Et donc, finalement, quand on vous répond, quand le test revient, puis qu'on vous dit vous avez tant de pourcents de ceci, tant de pourcents de cela, même les catégories ont quelque chose d'arbitraire. Parce que suivant l'époque qu'on considère, les populations n'étaient pas les mêmes, elles n'étaient pas aux mêmes endroits, on les présente comme homogènes alors qu'elles ne l'étaient pas, on les présente comme différentes alors qu'elles se concevaient comme la même. Tout ça est en flux permanent. Donc quand on décide de vous rapporter un résultat avec des catégories qu'on vous nomme, il y a quelqu'un qui a décidé de le faire. C'est pas que ça devait nécessairement être décrit comme ça. C'est pas que la génétique nous révèle qu'il y a véritablement des essences de populations différentes. La génétique nous révèle tout le contraire, en fait. La génétique nous révèle qu'il y a beaucoup plus de variabilité au sein de ce qu'on appelle une population qu'entre une population et une autre. Donc focalisons-nous sur ce qui nous rassemble et nos gènes communs, plutôt que ces infimes variations qui nous permettent de faire des catégories et de s'exclure. En tout cas, on a le choix. Et lorsqu'on le présente comme des catégories distinctes, c'est un choix qu'on a fait. Ce n'est pas un résultat de la science. Bon. Finalement, on a beaucoup plus de points communs que de différences. On va terminer là-dessus. Samia Hurst, Pauline Tafelmacher, merci d'avoir participé à cette discussion. Voilà, et si vous souhaitez réagir à cette émission, il y a une adresse mail, fautspascroire@rts.ch. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ça nous fera plaisir. Voilà, c'est la fin de cette émission et peu importe d'où vous venez, au final, on sera très heureux de vous retrouver samedi prochain. Même chaîne, même heure pour un nouveau Faut pas croire et d'ici là, portez-vous bien.